Le nouvel esprit public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau supplément consacré à Bertrand Tavernier, destiné à mieux faire connaître l'homme et le cinéaste, et pour lequel je reçois aujourd'hui Laurent Heinemann. Laurent Heinemann, bonjour. Bonjour Philippe. Laurent Heinemann, vous êtes cinéaste, vous êtes aussi engagé dans la défense des réalisateurs, des auteurs et de l'ensemble des gens qui concourent à la fabrication d'un film, à travers notamment la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, mais pas seulement. Et puis, vous avez été assistant, vous avez été le deuxième assistant de l'Horloger de Saint-Paul, le premier film de Bertrand Tavernier. Comment est-ce que vous êtes arrivé sur ce plateau ? Eh bien, en fait, j'étais deuxième assistant. Et dans ce temps-là, à cette époque bénie, souvent on engageait le deuxième assistant avant le premier pour des raisons économiques, pour qu'il amorce un peu le travail, le premier plan de travail, premier repérage, premier casting, qui croise un peu le réalisateur ou qui l'accompagne souvent. Et ce, en attendant que le premier assistant soit engagé 1 ou 2 mois après. Là, ce qui était en plus tout à fait favorable, c'est que le premier assistant n'était pas libre, n'importe comment. Donc, il m'avait proposé pour que je sois deuxième assistant, mais comme souvent, Bertrand avait sa petite idée, il voulait un Lyonnais. Puisque le film se passe à Lyon, et le producteur de son côté voulait la nièce d'un distributeur. Donc, moi, j'étais proposé par le premier assistant, j'avais peu de chance d'y arriver. Mais enfin, bon, on m'a donné ma chance. J'ai obtenu un rendez-vous avec Bertrand chez lui. Et la veille de ce rendez-vous, comme je suis un peu cinéphile, comme on dit, j'avais été voir à la Cinémathèque un documentaire rarissime du cinéaste américain Bud Botticher qui s'appelle c'est sur un torero qui s'appelle Aruza. Et là, c'était la version courte, 4 heures. Et donc, on était quelques acharnés dans cette salle de Chaillot, et je vois le film. Et le lendemain, j'ai rendez-vous avec Bertrand, et je commence à parler de mon goût de l'organisation, de mon autorité naturelle, de toutes mes qualités. Alors, je lui dis pas que j'ai le sens de l'orientation, puisque, par exemple, ce n'est que 15 jours après que j'ai découvert qu'il y avait 2 fleuves à Lyon, oui. Donc, ça, je le cache, et je vois bien que ça marche pas, quoi. Je vois bien que Bertrand pense à autre chose, qu'il a une autre idée, qui veut un Lyonnais ou la nièce. Et puis, tout d'un coup, je dresse la tête et je vois épinglé, punaisé sur la porte de la chambre des enfants. Qu'est-ce que je vois ? Une image, enfin l'affichette d'un autre film du cinéaste Bud Botticher, Comanche Station, qui est un western avec Randolph Scott. Et je dis, ça c'est extraordinaire. Hier soir, j'étais à la Cinémathèque et j'ai vu Aruza. Et Bertrand me dit, vous y étiez ? Je dis, ben oui. Et il me dit, moi aussi. Est-ce que vous pouvez commencer lundi ? Voilà. Et c'est comme ça que j'ai connu Bertrand. Donc, j'ai pas été engagé sur mes qualités d'assistant, mais en tout cas sur mon goût pour le cinéma. Et puis, pour prolonger un peu, ça a été à la fois merveilleux et très difficile, cette préparation. On parle jamais des préparations de films, parce que L'Horloger était un tout petit film. Ça se passait chez l'Irafilm, Raymond Danon. C'était le grand producteur français à l'époque. C'est lui qui faisait Les Sautets, Les Graniers de Fer. Enfin, les gros films avec Delon, c'était toujours eux. Il était flanqué d'un producteur exécutif qui s'appelait Ralph Baum et qui était un type qui avait un accent allemand absolument à couper au couteau. Il avait l'accent de mon grand-père, c'est pour ça que je me permettrai pas de l'imiter, mais c'était à la fois un type extrêmement près des sous de la production, et en même temps, évidemment, il avait été l'assistant de Max Ophüls qui impressionnait tout le monde. Et c'est là que j'ai vu que Bertrand était quand même un grand cinéaste dès le début. C'est qu'un soir, on était en train de travailler, il voulait qu'on fasse le film en 39 jours et moi je calculais, j'arrivais toujours à 41 jours. Et un soir, Bertrand était avec moi dans le petit bureau qu'on nous avait donné à l'Irafilm. Ralph arrive avec sa serviette, il l'ouvre devant nous et il dit à Bertrand, tu sais, j'ai retrouvé en triant des vieux papiers, j'ai retrouvé le plan de travail de La Ronde. Tu te souviens, La Ronde, ce beau film de Max qu'on a fait ensemble et tout. Et Bertrand dit oui. Eh ben, tu vois, on l'a fait en 36 jours. La Ronde, on l'a fait en 36 jours, ce chef-d'œuvre.
Et Bertrand le regarde, il dit « Et Lola Montez, vous l'avez fait en combien de jours ?» Voilà, et là j'ai vu que c'était un très bon, parce qu'il avait la réplique qu'il fallait pour asseoir par terre même Ralph Baum. Alors, ce film, L'Horloger de Saint-Paul, donc adapté d'un roman de Simenon qui s'appelle L'Horloger d'Everton, se tourne à Lyon, se passe à Lyon. Il est d'ailleurs, c'est vraiment une adaptation. C'est-à-dire, ça n'est pas la mise en image de ce que Simenon, pas même dans l'ambiance. Et Lyon est un des personnages du film, incontestablement. Moi, je l'ai revu et revu, mais je l'ai vu 2 fois récemment à 15 jours d'intervalle. Et je suis frappé de ce que, pour moi, qui connais pas trop mal le cinéma de Bertrand Tavernier, mais pas aussi bien que vous, et pas aussi bien que vous non plus le cinéma en général, je suis frappé du fait que je trouve que tout Tavernier est là. Je veux dire, le cinéaste, mais aussi pas le scénariste, il n'est pas un scénariste, mais ce qu'il cherche dans les scénarios, et je m'arrête à un personnage, qui est le personnage de Jean Rochefort. Au fond, un flic un peu désinvolte ou un peu mauvais, ça aurait pu faire l'affaire assez bien, c'était une dramatisation assez courte. Pas du tout. Là, le flic est un type qui essaye comme homme et comme flic de faire de son mieux, et ça marche pas toujours parce qu'il y a des choses qui se bousculent l'une contre l'autre dans ces 2 intentions. Mais au-delà de ça, pour vous, qu'est-ce qui a été les moments forts de ce tournage? Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et je suis d'accord avec vous d'autant plus que par la suite, dans ma vie, j'ai travaillé comme scénariste avec Bertrand, puisqu'il a écrit le scénario de mon film qui s'appelle Les mois d'avril de ce meurtrier, et que Bertrand n'aime pas la dramaturgie. Par exemple, la plupart des scénaristes professionnels font une construction avant d'écrire un scénario. Bertrand lui écrit des scènes. Il rentre dans les scènes, et je dirais même de temps en temps, il écrit des dialogues. Ou de temps en temps, il écrit, je me souviens, Les mois d'avril, il avait écrit le rêve d'un des personnages. Comme ça. Et on ne sait pas si on mettra le truc dans le film, si ce bout-là sera dans le film, mais c'est des bouffées d'impression, des bouffées d'émotion. Et c'est comme ça qu'il aborde les personnages. C'est par émotion, comme ça, par bouffée. Pas par dramaturgie, ni par construction, il va aller mieux, on va résoudre les choses et tout. Pas du tout. C'est jeté comme ça, d'une manière très brusque. Et ça allait très bien au duo Orange et Bost, parce que Orange est un poète, c'était un poète, il adorait choisir des histoires comme ça qu'on lui racontait, alors que Pierre Bost était un rigoureux, un constructeur, un serreur de vis, je dirais. Et donc le scénario s'est joué, s'est écrit dans cette harmonie-là. Et puis sur le tournage, de ce que vous dites, il faut aussi parler du choix des acteurs avant. Comme beaucoup de grands metteurs en scène, Tavernier pense que la direction d'acteur, ou pensait que la direction d'acteur, c'est d'abord le choix de l'acteur. Et ce qui est étonnant sur L'Horloger, c'est que au départ, c'était Noiret et Michel Bouquet. Et puis les distributeurs ne voulaient plus de Michel Bouquet parce que il l'avait déjà joué, quoi. Il y avait le film de Loons, là, Le Dernier Saut. Il y avait un Chabrol, je crois, où il jouait comme ça un flic un peu souvent sadique. Et Bertrand voulait pas que ça aille justement vers ce sadisme ou cette observation malsaine de la vie intime des gens. Puisque là, Rochefort, il regarde ce que Noiret découvre, puisque Noiret découvre son fils en fait. Et donc il fallait quelqu'un qui regarde, qui observe l'autre. Et donc on a bien vite vu que Bouquet ferait pas le film, quoi, qu'on pourrait pas financer le film si c'était Michel Bouquet, qui par ailleurs est un immense acteur dans la tête de Tavernier à ce moment-là, on est bien d'accord. Et puis le film était en danger et on cherchait, je dis on parce que moi aussi je cherchais avec lui et puis Serrault était pas libre, Galabru était pas libre ou il faisait une cure, enfin je sais plus. On collectionnait les idées et toutes les idées qui étaient avancées par Tavernier ou qui me venaient, ce qui est exactement la même chose parce que un réalisateur ça vous distille sa façon de voir la vie et de voir le film. Toutes les idées qui venaient, c'était des idées de gens qui regardaient l'autre. C'était pas des idées d'acteurs actifs, déchaînés ou qui veulent prendre en main l'enquête. C'était vraiment, c'était cette observation-là qui est profondément simenonienne.
Maigret n'est pas un enquêteur, c'est un observateur, la fameuse phrase. Et pour moi, Rochefort incarne dans ce film, il incarne la dimension Simenon qu'il y avait sans doute dans le livre. Enfin, je dis sans doute parce que je me souviens plus du tout du livre. Voilà. Et quand Rochefort a dit oui après une journée épique que je pourrais vous raconter si on avait le temps, Rochefort a été proposé par Noiret. On a le temps. C'était un ami de Noiret. Ils n'avaient pratiquement pas tourné ensemble. Il avait juste fait, je crois, un film avec Suzanne Flon. C'est pas Les Deux Orphelines, mais c'est un truc comme ça. Et je suis désolé d'oublier vous êtes sûr que c'est pas Les Deux Orphelines? C'est peut-être Les Deux Orphelines, oui. Toujours est-il qu'ils étaient très amis, ils étaient voisins. Et quand Noiret a parlé de Rochefort, il y a eu deux attitudes. Enfin, il y avait la mienne, en tout cas. C'est moi, on était à un point où j'avais tellement peur que le film se fasse pas qu'il m'aurait dit Jerry Lewis, je disais oui, quoi. Je disais c'est une bonne idée et tout. J'étais complètement étranglé par la peur que ce film se fasse pas. Et Bertrand, il aimait pas beaucoup Jean Rochefort, il le trouvait un peu guindé. Et je me souviens, je pousse, je dis écoute Bertrand, allons voir un film avec lui qui sort là. Et on va voir un film qui s'appelle Le Complot, je crois. C'est un film sur l'OS, c'est une apologie de l'OS. René Gainville. Et on voit ce film. Bertrand sort dans un état de rage absolue, tout blanc, comme Bertrand, il se décomposait quand il n'était pas content. Mais qu'est-ce que c'est que cet acteur? Je me dis, c'est très très mal parti. Et pourtant, séance de rattrapage, finalement, on décide d'aller déjeuner chez Rochefort, de le rencontrer. Donc Noiret insiste, donc Bertrand est obligé d'y aller. Et l'agent de Noiret et de Rochefort, Michel Méritz, ancienne actrice de Claude Sautet, Michel était très persuasive aussi et très douce et elle nous pousse à aller voir Rochefort à Montfort-l'Amaury. Je conduis dans ma petite 4L mon tavernier qui se tait pendant tout le trajet. Et vous avez bien connu Bertrand, l'idée qu'il se taise est mystérieuse déjà. Et moi, j'étais pas dans mon assiette parce que je voyais bien qu'il disait rien. Et en plein voyage, Bertrand dit « Je te préviens, si la bouffe est dégueulasse à midi, il fait pas le film. » Je vous jure qu'il me dit ça. Et je dis, ah bon? Il me dit oui, parce que c'est un peu le genre poisson bouilli, pomme de terre à l'eau. On arrive à Montfort-l'Amaury, il n'avait pas lu le scénario, Rochefort, on lui file le scénario, ils vont se promener, ils vont marcher, je les vois s'éloigner tous les deux, faire des grands gestes et tout, je me dis, oh, c'est pas si mal parti que ça. Et à ce moment-là, il y a la femme de Rochefort qui s'approche de moi, qui dit, bon, tout va bien? Je dis, ben oui, j'ai l'impression, vous voulez que je fasse quelque chose, que je vous aide? Et elle me dit, oh non, vous savez, j'ai fait très simple, un poisson bouilli, pomme de terre à l'eau. Voilà. Et donc, j'ai ramené Bertrand à Paris après ce déjeuner. Et puis, il était excité, là. Il était excité. Et quand il est arrivé chez lui, le téléphone a sonné. C'était Rochefort qui avait lu le scénario, qui disait oui. Alors, sur le plateau, Rochefort, Noiret et tous ceux qui sont autour, mais Noiret qui a été le plus fidèle des fidèles depuis le début, grâce à qui le film s'est monté, et Noiret qui a accompagné Bertrand Tavernier pendant 2 ans chez tous ceux qui étaient susceptibles de le financer. Noiret et Bertrand, sur le plateau, c'était comment? Premier jour difficile, Bertrand très intimidé, et arrivé à Lyon, il y a eu une espèce d'atmosphère de fraternité qui s'est dégagée de tout ça, très naturellement, dès le 2 ou 3e jour du tournage, et qui tient, à mon sens, au fait que Bertrand était un spectateur du jeu. Voilà, le spectateur du jeu. C'est-à-dire que les acteurs, ils sentent quand on les regarde. Ils sentent quand on est content, et j'arrête pas de donner les coups dans le truc. Ils sentent quand on est content, ils sentent quand on n'est pas content, mais il faut qu'on les regarde. Ils sentent quand on les regarde, c'est-à-dire qu'on est attentif à ce qu'ils proposent. Or, Tavernier, il avait cette qualité-là multipliée par 100. C'est-à-dire que quand un acteur se tire l'oreille droite, il va lui dire c'est pas terrible que tu te sois tiré l'oreille droite. Si l'acteur l'a fait exprès dans une idée de jeu, etc., il dit tiens, il a vu ce que je faisais, il l'aime pas, mais il l'a vu. Et s'il s'est gratté parce que il a un tic, il dit bon, il faut que je fasse attention. Mais il se sent regardé. Et Noiret, plus que tout autre,
Noiret, parce que Noiret avait fait déjà beaucoup de films à ce moment-là. C'était pas une immense vedette, hein, mais c'était un acteur sur lequel on pouvait monter un film. Et il avait toujours cette façon de parler des réalisateurs. Il y avait quand même les crétins, et il y avait les autres. Et donc, il avait vu beaucoup de crétins, et se lançant dans un premier film, Bertrand lui plaisait bien, mais il se lançait quand même dans un premier film et il y avait rien qui pouvait assurer que ça serait bien. Je veux dire, mettez-vous à la place d'un acteur. Premier film, on n'a rien vu. Bon, il est scénario magnifique, mais je voyais bien que le Noiret il surveillait Bertrand en train de le regarder, quoi. Et c'est ça qui a tout de suite provoqué cette ambiance fraternelle qu'il y a eu sur ce tournage. J'ai pas d'autre mot que fraternel. C'est pas paternel, fraternel. C'est fraternel. Les gens entre eux. L'équipe était sur le plan de l'équilibre des cultures de l'équipe. C'était incertain. Comme les rimes de la chanson, c'était incertain. Willie Glenn, qui est un cow-boy, n'avait rien de commun avec le premier assistant, Claude Autain-Gérard, qui était un classique, un peu grognon. L'équipe son, Harald Maury, Michel Desrois, ils étaient d'une autre culture que Glenn. Enfin, tous ces gens-là avaient été choisis dans un état d'esprit qui n'était pas celui d'une équipe déjà constituée, mais de gens qu'on allait réunir pour l'occasion. Et cette occasion, c'était l'émotion, je reviens toujours là-dessus, c'était l'émotion de Bertrand Tavernier. Ce moment où vous sentez que vous êtes à côté d'un type, l'acteur vient de jouer quelque chose et il est sincèrement et profondément ému. Il pleure pas, il fait pas semblant de pleurer, il danse pas la gigue, non. Il est sincèrement ému. Et j'avais ressenti ça pendant les repérages, quand on se promenait dans Lyon avec Bertrand, où on marchait dans des rues qu'il connaissait, parce qu'il avait passé une partie de son enfance à Lyon. J'avais ressenti des vraies émotions comme ça, d'une vraie relation charnelle avec cette ville, et c'était pareil avec les acteurs. On sentait ça, et le fait que il faisait beau, c'était l'été à Lyon, et Lyon est une ville qui n'a jamais été filmée par beau temps, fleurie, et cette espèce d'osmose qu'il y a eu entre tous ces gens, cette équipe qui s'est constituée d'une manière artificielle, mais extraordinairement solidaire, Noiret, il a aimé ça, quoi. Noiret, il a aimé ça. Il a fait venir sa femme tout de suite, son chien et tout, sa fille. Enfin, il a aimé ça, et c'est ça qui est devenu entre nous tous indéfectible. Je peux vous raconter une petite anecdote. Vous pouvez. Alors, j'ai le droit de la raconter, puisque je l'ai raconté à Bertrand il y a 3 mois, alors qu'il n'était pas au courant, puisque j'avais juré à Noiret de ne pas la raconter, mais on a jugé, Bertrand et moi, on a jugé qu'il y avait prescription. Un vendredi soir, on tournait la scène où Noiret, donc Michel Descombes, Noiret récupère sa voiture à la Fourrière et s'en va. C'est juste un plan extérieur, il fait beau, c'est le dernier plan de la semaine, et la billeuse de Noiret vient me voir, elle me dit « Écoute Laurent, j'ai peur de rater mon train parce que je dois aller voir ma cousine, est-ce que tu peux récupérer la petite veste marron de Philippe, et puis tu me la rends lundi ?» Parce que moi je vais. Alors, j'ai dit d'accord, bien sûr, ce qu'il faut jamais faire. Je dis bien sûr, on tourne le plan, je récupère la petite veste marron, et Bertrand me dit allons jouer au flipper, car Tavernier jouait au flipper, messieurs dames. Donc on va dans un bistrot à côté du tournage et on commence à jouer au flipper. Je pose la veste sur une chaise. Et puis après on s'en va, on parle pas du tout du film, on s'en va. Et le lundi matin, on arrive au tournage dans une halle qui était je sais plus où, et Yvette Bonnet, la billeuse, vient me voir et me dit Laurent, t'as la veste? Et là, j'ai un moment d'effroi absolu, j'ai oublié la veste dans le café. Je vais vite voir le régisseur, je lui dis j'ai fait une connerie, j'ai oublié la veste de Noiret dans le café, on téléphone au café, ça répond pas. On prend une voiture et pendant ce temps-là, ça se prépare, la travelling, tout se prépare. On traverse Lyon à toute allure en voiture. On arrive fermé pour congé annuel. Et là, je vous jure que c'est vrai. Je regarde par l'interstice d'un volet et qu'est-ce que je vois? Ma petite veste sur la chaise à travers l'interstice.
Et puis, il n'y avait pas de portable dans ce temps-là, il faut rappeler. Donc, oui, on revient au 73. tournage à toute allure. Et là, Yvette avait trouvé chez un marchand une veste qui avait pas du tout la même couleur, mais qui aurait pu être la même, voilà. Et je vais voir Noiret pour m'excuser et pour lui dire que je suis désolé, que c'est de ma faute et tout. Et Noiret me regarde. Vous savez qu'il était très impressionnant quand même, hein, Philippe. Il me regarde et il va voir Tavernier et il dit « Bertrand, je pense que cette scène-là, ça serait mieux si je la jouais en chemise. » Bertrand dit « Mais très bonne idée, très bonne idée. » On pose la fausse veste sur la chaise à côté de Noiret, comme s'il l'avait posée avant de s'asseoir, et on tourne la scène avec Rochefort, voilà. On dit couper, tout le monde est content, et Noiret me fait ce geste-là. Alors c'est pas très radiophonique ce que je suis en train de faire, mais disons qu'il fait, tu me fais pas ça 2 fois, quoi. Hein, attention à toi. Voilà. Et il me dit, il y a une seule chose que je veux pas, c'est que Bertrand soit au courant. Pourquoi ? Parce que d'abord, il aurait pu m'enfoncer. Je connais plein d'acteurs qui auraient dit, écoutez, l'assistant, il perd les costumes, il les virait. Ça, plein d'acteurs auraient fait ça. Surtout une vedette de son calibre. Mais il voulait pas ennuyer Bertrand avec ça. Il voulait pas le déranger, quoi. Il trouvait que ça n'avait pas d'importance. Lui, il a joué la scène en chemisette et ça lui a plu de la jouer en chemisette. Mais il voulait surtout pas commencer les petites histoires qui pouvaient rompre cette harmonie-là qu'on avait. Voilà. Donc j'ai raconté ça à Bertrand il y a 3 mois. Comment a-t-il réagi ? Il était très, très bouleversé. Il a adoré ça, évidemment. Il était très bouleversé. Vous savez que Bertrand écrivait ses mémoires. Oui. Donc, il a rajouté un petit PS à un moment donné pour raconter aussi cette classe, quoi, de Noiret. Pour lui, c'est ça, c'est la classe de Noiret. C'est le côté Noiret est un prince, quoi. C'était ça. Ceux de nos auditeurs qui verront ou qui reverront l'Oranger de Saint-Paul doivent donc savoir que quand Philippe Noiret est en chemisette, il faut qu'il pense à Laurent Heinemann, à cette veste toute seule dans ce bistrot fermé pour cause de congé. Laurent Heinemann, je vous propose que nous suspendions notre conversation un court moment et que nous la reprenions tout à l'heure.